Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, aujourd'hui, on va poursuivre. Aujourd'hui, ça sera plus pratique par rapport à votre spécialité. Donc, on va voir les autres hémopathies malignes. J'imagine que vous avez le polycopié. Donc, je pense que vous avez vu quelles sont les grandes lignes sur le cours et quels sont surtout quel est l'impact et quelle est l'expression clinique de ces hémopathies malignes. Vous avez vu également des leucémies aiguës, donc et quelle est la clinique par rapport à vous et à votre spécialité qui vous faire suspecter une leucémie aiguë ou bien qui va vous retarder quelques gestes chirurgicaux par rapport aux patients. Donc, et quel est l'impact de ces hémopathies malignes sur la cavité buccale dont vous êtes spécialisé. Donc, on va poursuivre les autres hémopathies malignes. Alors, on va commencer par les syndromes myéloprolifératifs ou bien les syndromes prolifératifs d'une manière générale. Parmi ces syndromes prolifératifs et myéloprolifératifs, c'est la maladie de Vaquez. Alors, c'est quoi la maladie de Vaquez? C'est une hémopathie maligne et principalement, c'est un syndrome myéloprolifératif qui atteint les globules rouges, c'est-à-dire vous aurez une polyglobulie sur l'hémogramme. Quelle est la définition de la polyglobulie? C'est l'augmentation de l'hémoglobine et de l'hématocrite sur l'hémogramme. Alors, si vous trouvez par exemple des FNS ou bien des hémogrammes avec un taux d'hémoglobine qui est élevé, avec un taux d'hématocrite qui est élevé également. Donc, n'hésitez pas à demander avis aux hématologues. Donc, il y a des hémopathies qui sont, peut-être, ça sera une découverte fortuite. Dans la majorité des cas, c'est des découvertes fortuites ou bien lorsqu'il y a une complication. Alors, quelles sont les manifestations parodontales? Alors, pour toutes les polyglobulies, vous avez la muqueuse qui est rouge et violacée, œdémaciée. C'est par rapport à l'augmentation du taux des globules rouges, du taux de l'hémoglobine et du taux de l'hématocrite. Donc, se manifeste au niveau de la muqueuse avec des pétéchies, des ulcérations et de fréquentes gingivorragies, parfois d'apparition spontanée. Alors, quelle est la relation entre l'augmentation de l'hémoglobine et de l'hématocrite avec le syndrome hémorragique que vous allez trouver sur la muqueuse buccale? C'est que ces hémopathies, ces syndromes myéloprolifératifs, peuvent donner ou bien peuvent être associés à des thrombopathies, c'est-à-dire une anomalie de la fonction plaquettaire. Et de là, c'est principalement l'étiologie. Hein. Donc, tous les syndromes myéloprolifératifs, entre autres, la leucémie myéloïde chronique, la maladie de Vaquez, les thrombocytémies essentielles et la polyglobulie de Vaquez, je l'ai dit, les myélofibroses primitives, tous ces hémopathies peuvent être associées avec une thrombopathie, c'est-à-dire une anomalie de la fonction des plaquettes, et cela va être traduit cliniquement par des hémorragies. Alors, la muqueuse, elle est rouge-violacée par rapport à l'augmentation de l'hémoglobine et du taux de globules rouges. Les hémorragies, les gingivorragies, les pétéchies et tout, c'est en rapport avec, les pétéchies, c'est en rapport avec une thrombopénie principalement. Mais les thrombopathies peuvent donner des gingivorragies et des ecchymoses. Donc, ces manifestations sont c'est-à-dire la traduction des complications de la maladie dues à des thromboses et à des troubles de l'hémostase. Pour nous, les hématologues, on penche beaucoup plus sur la thrombopathie qui est liée à la maladie elle-même. Alors, pour les thromboses,
également, c'est une hémopathie maligne avec des manifestations buccales secondaires au traitement, c'est-à-dire on peut avoir même, après, c'est des malades connus et qu'on envoie en chirurgie dentaire pour des soins locaux. On note toujours sur le courrier que ces patients ont un risque d'hémorragie et de thrombose. Donc, ensuite, si le patient il est sous traitement, on a les cytoréducteurs. Les cytoréducteurs, ce sont de la chimiothérapie qu'on donne aux patients pour faire réduire le taux d'hémoglobine et le taux d'hématocrite, ou bien si c'est une thrombocytémie, pour faire réduire le taux de plaquettes. Donc, ces cytoréducteurs ou bien ce traitement a également des effets secondaires qui est la phtose buccale, des ulcérations. Donc, il ne faut pas également hésiter à demander aux patients s'ils sont sous traitement. Alors, quelle est votre prise en charge? Alors, ces deux risques qu'il faut savoir, qu'il faut connaître au cours de votre conduite, au cours de votre pratique, c'est l'hémorragie et la thrombose liée à l'hyperviscosité. L'hyperviscosité, c'est-à-dire il y a s'il y a une augmentation de l'hémoglobine, de l'hématocrite, de l'hémoglobine, c'est-à-dire il y a si je peux dire, une lourdeur et une viscosité qui est élevée du sang. Donc, il y a un ralentissement dans la microcirculation et on aura des thrombus. Donc, c'est lié également à l'hyperviscosité. Alors, pour votre conduite, on demande toujours un hémogramme qui relève le taux d'hématocrite avec un bilan d'hémostase. Toujours, si on fait une chirurgie, on est obligé de demander un bilan d'hémostase pour détecter les troubles de l'hémostase qui sont liés soit à des hémopathies, soit à d'autres maladies. Donc, également lors de la prescription des antifibrinolytiques, donc il faut toujours éviter de prescrire les antifibrinolytiques. Ils peuvent entraîner également des thromboses. Donc, c'est des maladies qui sont thrombogènes et qui sont hémorragiques en même temps. Alors, pour les leucémies, ce sont des proliférations qui sont malignes. Ici, je pense que on se répète parce que vous avez déjà vu les leucémies aiguës et qui se manifestent cliniquement par des anomalies au niveau de la cavité buccale, que ce soit des anomalies qui sont liées à la maladie elle-même, comme l'hypertrophie gingivale, comme les hémorragies. Les hémorragies, c'est les gingivorragies, les bulles endobuccales, les pétéchies et également les infections qui sont liées également à la leucémie, soit à la leucémie elle-même, soit au traitement, c'est-à-dire à la chimiothérapie quand les patients sont en neutropénie sévère. Alors, le myélogramme, je ne veux pas entrer dans les détails parce que je veux être très pratique avec vous. Donc, vous avez déjà fait ce cours. Alors, quelles sont les manifestations? Donc, avant une prise en charge médicale, il s'agit essentiellement d'accroissement gingival, c'est ce qu'on dit l'hypertrophie, autrement dit, les infections et les ulcérations des muqueuses. Dans les formes aiguës précoces, on retrouve les infections récurrentes des gingivorragies et des pétichies, avec accroissement gingivale observé chez 30% des patients. Il y a des leucémies aiguës myéloïdes qui sont caractérisées par l'hypertrophie gingivale. C'est surtout dans les leucémies myéloblastiques 4 et les leucémies myéloblastiques 5. C'est des types cytologiques. La myélomonocytaire, c'est le type 5.
Alors, la tuméfaction gingivale due à l'infiltration par des cellules leucémiques est généralement, c'est quoi cette hypertrophie gingivale? C'est-à-dire, c'est une prolifération leucémique. Si on fait des cytoponctions au niveau de la gencive, on trouve des leucémies, on trouve des cellules plastiques. Donc, cette hypertrophie, elle est tumorale, c'est-à-dire elle est leucémique. C'est une localisation. Alors, sur le plan radiologique, des images claires avec perte de la lamina du ras et des érosions des crêtes alvéolaires sont observées. Alors, on peut même avoir une lise osseuse liée, voilà, c'est des images, c'est très moche à voir. C'est une déformation complète de la gencive. Regardez ici, avec des ulcérations et des pétéchies à l'intérieur. Voilà. Regardez ici, c'est l'hypertrophie complète de la texture. Regardez ici, avec des hémorragies. Voilà, il y a des hémorragies à l'intérieur. Ici, c'est une bulle. Regardez les hémorragies. C'est très moche à voir. Voilà des ulcérations. Voilà une ulcération liée. Regardez, c'est une ulcération jugale liée à une neutropénie sévère chez un patient leucémique. Regardez ici, c'est des pétéchies, c'est des hémorragies qui sont liées soit à une thrombopénie sévère liée à la leucémie aiguë ou bien à une autre hémopathie maligne, ou bien c'est une thrombopénie sévère liée au traitement en post-chimiothérapie. Alors, la prise en charge, alors il y a le risque hémorragique et le risque infectieux dans les leucémies aiguës. Donc, l'accord de l'hématologue est essentiel avant tout soin et une antibiothérapie prophylactique est nécessaire avant tout acte chirurgical. Alors, en phase aiguë de la maladie, au cours de la phase aplasiante de la chimiothérapie, c'est-à-dire on peut trouver une aplasie sévère. Donc ici, on temporise les soins dentaires. Avant tout acte chirurgical, on demande l'avis de l'hématologue qui va nous orienter. D'ailleurs, nous-mêmes, les hématologues, on n'envoie pas le patient en aplasie sévère pour des soins dentaires. Donc, on temporise, on met le patient sous facteur de croissance afin qu'il sorte de son aplasie post-chimiothérapie. Ensuite, on va l'envoyer pour des soins dentaires s'il a besoin de ça. Des fois, on a eu même des découvertes de leucémie aiguë. C'est des patients qui sont envoyés par le dentiste. C'est des patients qui vont au dentiste pour des soins, soi-disant des soins locaux. C'est des ulcérations ou bien des hypertrophies gingivales. Ensuite, le dentiste, il trouve que ce n'est pas normal, ce n'est pas une gencive d'un sujet qui est normal. Donc, il fait un hémogramme et il trouve soit une hyperleucocytose majeure liée à la leucémie aiguë, soit des cytopénies, une pancytopénie ou bien une bicytopénie. Et il nous envoie le patient, donc, et le diagnostic est fait par l'hématologue. Donc, le rôle du chirurgien dentiste dans la découverte ou bien dans l'accompagnement de toutes les phases du traitement des patients leucémiques est très importante. Les lymphomes et les myélomes, le myélome multiple, les lymphomes, c'est des tumeurs malignes qui se développent au niveau des ganglions et au niveau de tout le tissu lymphoïde, avec parfois une infiltration médulaire, osseuse et hépatique. Quels sont les lymphomes? C'est la maladie de Hodgkin, les lymphomes non-hodgkiniens, le lymphome de Burkitt. Donc, c'est principalement les syndromes lymphoprolifératifs chroniques qui donnent également des manifestations buccales.
Alors, le myélome multiple ou maladie de Calère, c'est une prolifération maligne des plasmocytes qui sécrète en règle une immunoglobuline monoclonale et il s'accompagne le plus souvent avec des lésions osseuses liées à l'hypercalcémie. Alors plutôt l'hypercalcémie qui est liée à la lyse osseuse, c'est-à-dire les lésions osseuses qui sont trouvées au niveau des différents os du corps humain. Donc, et une insuffisance rénale qui est secondaire et qui peut accompagner cette hémopathie maligne. Donc, pour le myélome multiple, de votre part, il y a le traitement également, les biphosphonates. Donc, nous, on ne met pas directement les biphosphonates. On fait d'abord, on demande un avis au dentiste s'il n'y a pas une altération de la cavité buccale, surtout au niveau de l'os des mâchoires. Donc, on demande toujours avis s'il n'y a pas une lyse osseuse parce ce traitement, il est contre-indiqué lorsqu'il y a des lésions osseuses au niveau buccal. Donc, les biphosphonates, c'est un traitement qui fait baisser le taux de la calcémie, c'est-à-dire on le met lorsqu'il y a une hypercalcémie liée à la lyse osseuse. Alors, les manifestations parodontales de ces hémopathies, de ces syndromes lymphoprolifératifs chroniques. Alors, la maladie de Hodgkin est un lymphome qui est caractérisé par la présence dans les organes. Alors je vais admettre au fur et à mesure, atteint de cellules réticulaires dystrophiques. Nous, en tant qu'hémato, on n'a pas vu manifestation buccale par rapport à la maladie de Hodgkin. Chez le sujet jeune, c'est surtout les adénopathies cervicales qui prédominent le tableau clinique. On peut observer des tumeurs de la cavité buccale, les amygdales et les gencives sous forme de nodules fermes, mais c'est très rare comme localisation par rapport à la maladie de Hodgkin. On peut observer également des lyses osseuses ou bien des condensations. Donc c'est en rapport avec l'infiltration tumorale. On passe. Alors, pour les lymphomes non-hodgkiniens, c'est des lymphomes qui sont plus agressifs par rapport à la maladie de Hodgkin. Ils représentent un groupe très hétérogène de prolifération lymphoïde et on peut avoir des localisations partout, c'est-à-dire en dehors des localisations ganglionnaires et du tissu lymphoïde proprement dit, on peut avoir d'autres localisations pulmonaires, médiastinales, spléniques, hépatiques, cavum. Également, on peut avoir des localisations ORL, ce qui vous intéresse le plus. Et on peut avoir également des localisations buccales, faciales, avec traduction clinique, avec des adénopathies cervico-faciales, une tumeur du palais. Je vais vous montrer une photo. Alors voilà, c'est un lymphome non-hodgkinien avec une localisation buccale. Alors, ce qu'on a également à noter, c'est les lymphomes non-hodgkiniens de type nasal, qui sont une particularité ou bien une entité particulière, parce qu'il y a une conduite à tenir bien particulière, bien différenciée. C'est des lymphomes non-hodgkiniens de type T, nasal, et qui sont très agressifs. Alors là, c'est un lymphome non-hodgkinien de type NK, c'est-à-dire les cellules NK, c'est des cellules T tumorales
avec envahissement de la cavité buccale et surtout nasale. Donc, il y a extension vers la cavité buccale et on peut avoir cet aspect au niveau de la cavité buccale. C'est vraiment une déformation très importante de la gencive et un décalage de toute la dentition du patient. Alors, pour le lymphome de Burkitt également, c'est un lymphome, c'est une entité également particulière, mais elle est de type B, c'est-à-dire elle atteint les cellules B qui semble associée également à une infection virale qui est l'Epstein-Barr. Alors, l'infection virale Epstein-Barr, elle peut accompagner la majorité des lymphomes non-Hodgkiniens. Alors, les manifestations de ces lymphomes, c'est le déplacement dentaire avec expansion, c'est-à-dire de la corticale et la déformation faciale complètement. Alors, le Burkitt également, c'est une entité très particulière également. Elle est très agressive, elle est de très mauvais pronostic. Donc, elle peut donner également une localisation buccale avec déformation faciale complètement. Alors, la phase de début siège dans la majorité des cas au niveau prémolaire et molaire supérieur sous la forme de petits foyers intraosseux, radio claire autour des dents avec l'évolution d'une tumeur consistance, la consistance elle est ferme, elle se fait vers le plancher de l'orbite envahissant les parties molles avec un développement intrabuccal infiltrant le rebord alvéolaire et comblant le vestibule. Alors, ces manifestations, ce que je veux dire par ça, c'est vous apprendre que les lymphomes non-Hodgkiniens peuvent être très agressifs et si vous trouvez des tumeurs intrabuccales, n'hésitez pas à demander des avis, n'hésitez pas à demander des biopsies afin d'étiqueter le type de la tumeur et de ne pas retarder le traitement chez le patient. Si vous avez un patient avec une gencive qui vous paraît bizarre, qui vous paraît œdémacié, qui vous paraît hémorragie, qui vous paraît hypertrophiée plus que la normale, donc n'hésitez pas à demander l'exploration. Alors, le myélome multiple, ici, on va se répéter parce qu'il y a des lises osseuses. Des lises osseuses avec des manifestations très douloureuses. C'est ce qui caractérise le myélome multiple, c'est la douleur osseuse due à la lise. Si vous avez une thrombopénie, ainsi que les interférences entre les immunoglobulines et les facteurs de la coagulation, donc associés au lymphome et au myélome, contribuent à des désordres de la coagulation et de l'hémostase. Donc, il y a également des troubles de l'hémostase qui peuvent se voir au cours de ces hémopathies. Donc, ces dernières sont aggravées par l'anémie, qui peut être associée également à l'insuffisance rénale liée au myélome. Alors, c'est un tout. Donc, il faut savoir prendre en charge ces patients sur le plan dentaire. Donc, si là, par exemple, je pense qu'on va se déconnecter. Donc, si on déconnecte, on se reconnecte une autre fois. Donc, il faut éviter, s'il y a une thrombopénie sévère, il faut demander aux patients d'éviter le brossage agressif des dents. Et vous, il faut éviter également de tripoter. Et c'est-à-dire il faut bien stabiliser le patient avant les soins. Donc, ce qui est important, par une antibiothérapie, par transfusion de culots plaquettaires, par transfusion, si vraiment elle nécessite dans l'immédiat des soins dentaires. Et si nécessite dans l'immédiat une chirurgie, il faut toujours contribuer et collaborer avec
avec les hématologues afin de pouvoir prendre en charge correctement les patients. Alors, on a parlé de l'antibioprophylaxie et des prescriptions de tout traitement bien thérapeutique toxique, de toxicité hématologique. On évite en hématologie, on évite les anti-inflammatoires tant qu'on peut. Et les sulfamides, on les évite momentanément jusqu'à stabilisation des patients parce par exemple, si le patient est sous Bactrim, le Bactrim, il peut aggraver les neutropénies. Les neutropénies sont aggravées également par le Bactrim. Si le patient est neutropénique, nous, les hématos, on évite de donner le Bactrim fort parce que ça aggrave. Les anti-inflammatoires également parce que ça interfère avec d'autres traitements et ça peut aggraver les hémorragies. Alors, vous avez ici une autre entité qui est l'histiocytose. Oui. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter pourquoi on a des lésions osseuses dans la maladie de Kahler? Alors, pour la maladie de Kahler, c'est des plasmocytes qui sont… c'est quoi la maladie de Kahler? C'est le myélome multiple. Alors, le myélome multiple, c'est une prolifération qui est monoclonale et qui intéresse les plasmocytes. Les plasmocytes avec une localisation. On peut avoir des localisations osseuses, Et si on a des localisations osseuses, les cellules tumorales vont contribuer à la lyse osseuse. Et cette lyse osseuse, comme toute tumeur d'ailleurs, même si vous avez des métastases osseuses d'une tumeur solide, vous aurez la lyse osseuse. Donc, si vous aurez la lyse osseuse, vous aurez systématiquement une hypercalcémie. Alors, l'hypercalcémie va contribuer également à l'insuffisance rénale, d'une part liée à l'hypercalcémie et d'une autre part liée à la maladie elle-même, c'est-à-dire à la tumeur. Donc, c'est pour cette raison, vous avez cette hypercalcémie qu'il faut traiter en urgence parce que l'hypercalcémie, c'est une urgence médicale. Alors, la lyse osseuse, elle est liée à la prolifération tumorale parce que si vous avez… parce que la moelle, elle est située dans la médullaire de l'os. Donc, si vous avez une prolifération maligne au niveau médullaire, vous aurez systématiquement une localisation, surtout par rapport aux plasmocytes. Vous avez une lyse osseuse qui est associée. D'accord? Elle est liée à la prolifération. D'accord? Oui, c'est clair. Merci. Alors, je vous en prie. Alors, pour l'histiocytose, c'est une entité qui est rare. Même nous, en hématologie, on ne la voit pas beaucoup. Donc, on a quelques patients, mais c'est une pathologie qui est rare. Alors, c'est un granulome éosinophile, anciennement appelé le granulome éosinophile. C'est une maladie qui est rare. Elle est appelée récemment une histiocytose X ou bien histiocytose à cellules de Langerhans. Alors, si vous avez l'histiocytose X, c'est une pathologie qui est très agressive également. C'est la prolifération de cellules histiocytaires, c'est des macrophages. On peut avoir des phagocytoses très importantes. Et on peut avoir une réaction forte. C'est des cellules macrophagiques, d'accord? Les histiocytes, c'est des cellules macrophagiques. Alors, pour les manifestations parodontales, c'est le granulome éosinophile, ainsi nommé en raison d'une importante infiltration de polynucléaires éosinophiles au sein de la prolifération histiocytaire. Vous avez une prolifération histiocytaire. À côté, vous avez des polynucléaires éosinophiles qui représentent la forme localisée et la moins sévère de la triade d'histiocytose de Langerhans.
Alors, pour l'étiologie, elle est toujours inconnue, comme pratiquement tous les lymphomes. Donc, il y a toujours des facteurs prédisposants et on n'arrive pas à trouver l'étiologie exacte de ces lymphomes. Alors, l'incidence, ça vous intéresse pas, la mobilité. Bon, là, c'est la tuméfaction. La tuméfaction douloureuse de la gencive, bordant la lésion à évolution rapide. Donc, si la localisation, si elle est localisée, donc on peut faire une exérèse de la tumeur. La mobilité des dents adjacentes aux lésions osseuses avec conservation de la vitalité pulpaire. Les signes radiologiques, on note une ostéolyse plus ou moins étendue, avec des foyers d'ostéolyse uniques ou multiples, de forme ronde et contours nets festonnés. Donc, c'est le même principe pour la lyse osseuse qu'au cours du myélome multiple. D'ailleurs, pour les hémopathies malignes, on peut avoir une lyse osseuse pour pratiquement dans toutes les hémopathies malignes. C'est comme les tumeurs solides en oncologie médicale. Vous avez également des tumeurs qui envahissent l'os. L'os, on appelle ça les métastases osseuses. Et si elle envahit la médullaire de l'os, c'est-à-dire la moelle osseuse, on appelle ça les métastases médullaires. D'accord? C'est différent. Alors, chez l'enfant, des ulcérations gingivales avec œdème et douleurs accompagnant les éruptions dentaires, ainsi qu'une lyse alvéolaire, parodontale et périapicale et une résorption radiculaire. Donc, les manifestations buccales sont très importantes par rapport à la lésion, le granulome éosinophile. C'est une tumeur qui est agressive, mais elle est par rapport à la pathologie elle-même, c'est la forme la moins sévère. Alors, quelle est la prise en charge après un bilan radiographique panoramique, et rétroalvéolaire et demande de biopsie des lésions osseuses pour diagnostic histologique? Une approche multidisciplinaire du traitement s'impose. Donc, elle consiste. Alors, il nous reste une petite minute avec une petite diapo, donc on aura le temps de la terminer. Alors, multidisciplinaire du traitement qui s'impose. Il consiste d'abord à l'exérèse chirurgicale et éventuellement une chimiothérapie et corticothérapie en cas de lésion multiples. Donc, vous voyez que la prise en charge multidisciplinaire de certaines hémopathies malignes est très importante. Donc, la collaboration entre chirurgiens, dentistes, qu'ils soient généralistes ou bien spécialisés, c'est très avec l'hématologue est très importante. Donc, on peut travailler ensemble en même temps avec l'ORL, l'hématologue et le chirurgien dentiste. Donc, le curetage chirurgical des lésions constitue en général un traitement efficace du granulome éosinophile du tissu osseux. Les corticoïdes pourraient être utilisés comme adjuvants, surtout en cas de lésions multiples. La posologie sera déterminée par le médecin traitant qui peut poser l'indication d'une chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie n'est pas toujours indiquée.